Bonjour, vous êtes installé confortablement pour cette troisième séance de lecture des Yoga Sutras de Patanjali. L'esprit dans la deuxième séance, l'esprit est resté toujours agité, en mouvement, mais nous avons vu que grâce peut-être au yoga, il est sur le chemin pour trouver sa vraie nature. Dans la suite du premier chapitre, toutes ces formes de modification du mental, douloureuses ou non, figurent, sont déployées, développées, ainsi que les obstacles que nous allons rencontrer pour trouver cette nature profonde. Le troisième sutra, donc je vous rappelle, la conscience alors donc le travail d'apaisement des fluctuations du mental étant fait, alors la conscience s'établit dans la vraie nature. Une autre traduction, le voyant ou le témoin s'établit, toujours s'établir dans le sens de stable, se stabiliser, s'installer. Le voyant s'établit dans sa nature propre, son être essentiel. On va revoir l'interprétation qu'on peut faire des différentes traductions. Mais tout d'abord, donc ce sutra, c'est quand même le but ultime du yoga. C'est placé en début des Yoga Sutras donc de Patanjali. La définition du yoga est donnée. Maintenant, tout le chemin reste à faire. Donc, pas de panique, j'allais dire. On a tout le temps et surtout, il faut surtout prendre son temps. Alors, pour mieux comprendre ce que serait ce voyant, ce que serait cette nature profonde, il nous faut faire un petit détour par la philosophie du Sankhya. Le Sankhya, c'est un darshana, un point de vue. Il en existe 6, ces points de vue sont tout à fait des philosophies. C'est un point de vue, on peut le discuter, on peut l'amender, il peut y avoir d'autres points de vue, enfin ça s'établit dans des schémas plus larges. Ce Sankhya est traditionnellement, lui, ce darshana associé au Yoga Sutra, bien que là aussi quelques avis divergent, mais je garde quand même l'association qui aidera à notre compréhension. Donc point de vue, un point de vue sur le monde, bien sûr, mais totalement athée. Donc non religieux, bien qu'on trouve des prémices de ce point de vue dans les textes anciens et qui étaient religieux, ont toujours le même paradoxe d'accoler, d'empiler sans rejeter des points de vue différents justement, ou des approches légèrement différentes. Le Sankhya, comme toutes les philosophies, donne une vision de la création du monde et de son déploiement, sur la base de deux principes. C'est ce qui le différencie d'autres formes de philosophie qui reposent que sur un principe unique. Mais on verra que ces deux principes, finalement, on cherche aussi l'unité. Le premier principe est inactif, mais déclencheur et masculin. Le deuxième, l'autre, est actif, féminin, débordant d'énergie créatrice. Évidemment, en disant ces mots, je ne peux m'empêcher de penser, j'espère que personne parmi les intellectuels ne m'écoute pour que les cheveux ne se dressent pas sur leur tête. L'un inactif, assis sur le canapé, regardant le match, l'autre hyperactive, s'occupant des enfants, de la cuisine, des courses. Bon, on est dans la métaphysique, donc toute ressemblance, évidemment, serait un peu déplacée. Mais enfin, je ne peux pas trop... J'y ai pensé, quoi. Ça m'a évoqué. D'autant que ces deux principes, au départ, ils sont unis et que sous l'impulsion du premier, donc on appelle le Purusha,
se déploie la seconde, c'est-à-dire se développe la seconde qui s'appelle la prakriti, la matière, et de là sont engendrés les mondes, l'univers, les différents éléments, l'eau, la terre, le feu, l'éther, les êtres vivants, les plantes, les animaux, jusqu'à l'être humain, avec toutes ses composantes mentales, psychiques, physiques, physiologiques, biologiques, sensorielles, que le Sankhya classe, range, pour pouvoir mieux les étudier par rapport à ces deux principes et comment les situer. Une fois son travail fait, j'allais dire, le Purusha, lui, s'efface, la Prakriti se débordant d'énergie, crée, la matière se répand, la manifestation se répand. Mais, alors, le Purusha, il retourne dans sa nature essentielle, dont on ne sait pas trop. En tout cas, il n'est plus, il n'est pas, il n'est pas, dans sa forme originelle. Et seule la Prakriti est existante, au sens de la vie qui justement se développe, se reproduit. Et pourtant, le Purusha est entré dans l'homme par sa fissure crânienne, sa fontanelle, qu'on appelle pour cette raison dans les textes félicité. Il y a donc un lien subtil entre ce Purusha et cette matière Prakriti et chaque être humain. Il y a donc des millions de Purushas en quelque sorte, tout en ayant un Purusha unique, mais il a laissé une infime trace en chacun, en chacune. Nous sommes faits de matière, donc, mais nous avons donc en chacun de nous ce soi profond, avec un S majuscule, auquel nous, la Prakriti en général, et chacun d'entre nous en particulier, pouvons avoir, auquel chacun d'entre nous pouvons avoir envie de nous relier. Donc relier, yoga, youg, relier, retour à l'unité. Pour bien comprendre de quoi, enfin, quelle est cette nature, quel est ce soi, enfin, comprendre. Disons, s'approcher du concept, il faut se détacher de notre histoire culturelle occidentale, en tout cas, qui est fondée sur la séparation corps et psychique. Alors on pourrait dire, c'est simple, le corps c'est de la matière, le psychique c'est de l'esprit, donc le corps c'est la prakriti, et l'esprit c'est le purusha. Eh bien non. Donc l'occidental, lui, dit que le corps, l'esprit sous toutes ses formes, hein, sa conscience, son mental, son intelligence, sa raison, tout ça, c'est très différent du corps. Enfin, c'est immatériel quand le corps est matériel. Or, dans les sociétés orientales, l'Inde en particulier, mais souvent dans toutes les sociétés orientales, tout cela n'est que de la matière. Ce que l'on cherche, c'est d'une autre nature, nature ça fait encore penser à matière, d'une autre substance, d'une autre réalité. Par comparaison, on pourrait parler de l'âme. C'est peut-être ce qui, dans le vocabulaire, en tout cas, s'en rapprocherait le plus. L'inconvénient, c'est que cela garde une connotation religieuse, alors que dans le Sankhya et dans les Yoga Sutras, il n'est pas fait référence à quelconque religion. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'ouverture à quelque chose d'autre, mais pas de religion. Bon, pourtant, on peut dire religion vient de ligarer, relier. Donc là aussi, il s'agit quand même de se relier. Alors à Dieu, peut-être, en tout cas à quelque chose d'autre, en soi, ou plus grand que soi, relié. Il faut dire que dans les autres textes, notamment les Upanishads, qui sont un peu antérieurs au Yoga Sutra, on fait référence à un seul principe, qui serait Brahman, dont
déclinaison individuelle s'appelle Atman. Donc Atman, d'où vient quand même le mot âme. Le mot men, man, homme aussi, ou mental. Bon, donc voilà, les yogas, les livres là, des Upanishads, je vous ai déjà parlé des maîtres des Upanishads parisés, Tardant-Masquelier. Il y a aussi les Upanishads du yoga de Jean Varenne. Bon, c'est intéressant, ce sont d'autres textes beaucoup plus poétiques et métaphoriques que ne sont les Yoga Sutras, qui sont très très courts, hein, mais qui sont très très intéressants. C'est une autre façon d'approcher quelque chose quand même qui est proche, qui est comparable, c'est-à-dire ce besoin de retourner à une unité originelle, à une fusion originelle. Revenons quand même à nos Yoga Sutras après ce petit détour par le Samkhya. Alors, la conscience s'établit dans sa vraie nature, alors le témoin s'établit, le voyant s'établit dans sa propre forme. Les mots, le sanskrit, je vous en ai parlé, ça peut avoir plusieurs niveaux de compréhension, donc c'est toujours très difficile à traduire. Personnellement, je ne me retrouve pas dans le terme de conscience, en tout cas dans ce contexte, dont la définition est une connaissance immédiate de notre activité psychique. Donc on se voit, on se regarde penser, et on est conscient de quelque chose. Là où justement il n'y a rien. En tout cas, rien de connaissable avec notre esprit raisonnable, on va dire comme ça, ou bien rien de connaissable avec notre personnalité, celle avec laquelle nous sommes conscients d'être, c'est-à-dire notre ego, en particulier, dit aussi le petit soi. Moi, je pense ceci, je sens cela. Donc le terme de conscience, en plus avec la vulgarisation actuelle, et en particulier le terme de pleine conscience, me renvoie à quelque chose d'aussi difficile que de cesser de penser. Être conscient, pleinement conscient tout le temps de tout, ça paraît impossible. Comment on peut voir, vous voyez, vous entendez, vous enregistrez, vous vous souvenez de tout, tout le temps. C'est juste... Même les ordinateurs se mettent en veille. Et même un ordinateur ne peut pas ouvrir toutes ses fenêtres en même temps. Même si vous aviez des milliers de dossiers, vous ne pouvez pas ouvrir les milliers de dossiers en même temps. Donc le mot conscience, je ferme la parenthèse, mais pour moi c'est important de bien choisir le terme qui nous convient le mieux, dans lequel on peut se retrouver. C'est pas accessible par notre raison, mais les mots qu'on emploie pour le dire, ça c'est important. Alors le voyant Drashtar, c'est pour moi celui qui convient le mieux, qui est le mieux adapté. La racine, c'est le regard, c'est voir. Donc le voyant, c'est celui qui voit avec ses yeux, donc ses sens sont bien ouverts, qui voit aussi intellectuellement, c'est-à-dire il a une vision, pas comme la voyante extra-lucide, mais enfin quelque part une vision de quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. Il est là, sans bouger, immobile, et il regarde. Mais il ne regarde pas n'importe comment. Et cela, pour essayer là aussi d'imager le propos, ça me fait penser à un rabbin que j'ai entendu récemment dans une émission qui parlait des tableaux de Soulages. Alors, Soulages, vous connaissez peut-être bien, moins bien, de nom. C'est un peintre assez particulier parce qu'il ne produit que des toiles absolument noires. Il dit même outre noir. Donc ce sont souvent de grands tableaux qu'il a peints avec des traits physiques, avec beaucoup de matière noire. Alors la manière dont il fait sa matière est un peu secrète, je crois.
Et il peint soit avec des grands couteaux ou un peu des instruments de bâtiment, quoi, des gros pinceaux, des gros balais brosses ou des comment ça s'appelle, des grandes raclettes, là, des truelles, enfin des choses comme ça. Et si vous allez au musée Soulages qui est à Rodez, là où il vit, il est âgé ce monsieur, hein, vous voyez beaucoup de ces grandes toiles, ce sont vraiment des grands tableaux et vous pouvez rester devant l'un d'eux pendant longtemps, euh, se demander pourquoi, enfin qu'est-ce que c'est ce noir. Alors déjà il est très beau ce noir, c'est vrai, c'est vraiment, vous sentez de la matière presque vivante. Et puis au bout d'un moment, à le regarder selon la manière dont vous le regardez, selon l'éclairage aussi, selon la disposition dans laquelle vous êtes, si vous le regardez de face ou de biais, au bout d'un moment, vous pouvez avoir l'impression, bien sûr, ce n'est qu'une impression, de voir apparaître un ray de lumière qui éclairerait tout. Il est un peu comme ce ray de lumière que vous voyez dans le tableau derrière. Il ne vient pas du tableau. Il est dans la fenêtre qui est en face. Mais le tableau me le renvoie, et je vous le renvoie par enfin, toute cette façon, cette vision en fait. J'ai- c'est comme une porte entr'ouverte, euh, comme un, comment dire, comme peut-être une caverne ou une grotte qui est sombre et au bout duquel vous voyez un ray de lumière. Vous ne savez pas le chemin qu'il faut prendre pour aller vers cette sortie, enfin, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que il y a peut-être quelque chose derrière cette porte qui est à peine entrouverte, quelque chose qui ne se comprend pas vraiment intellectuellement, et qu'il faut d'autres approches beaucoup moins cartésiennes. Et souvent cela, alors grâce au yoga, en grande partie, et pratiquer le yoga dans toutes ses formes, hein, pas seulement dans sa forme de posture, euh, et que quelque chose se fait à notre insu. Le sutra suivant, je vais le citer aussi là, sans que le développer plus avant, mais le sutra suivant c'est important parce qu'il dit, quatrième sutra, autrement, si donc on n'arrive pas à euh, trouver ce purusha et rejoindre sa vraie nature, c'est l'identification aux modifications du mental et donc le retour au vritti, au petit vélo. Au petit vélo. Il est dit un peu plus loin que, comme un cristal transparent, l'esprit prend la couleur de ce sur quoi il est posé. On reste avec ses vrittis, ses tournées vrittis, hein, on change d'attitude selon les circonstances. Alors, je ne dis pas qu'on se comporte comme des girouettes, mais bon, un petit peu. Mais parfois, la gangue qui nous entoure et nous empêche de voir s'éclaire, et la lumière jaillit, même si c'est une minuscule étincelle. C'est ça le chemin. Je vais vous laisser méditer quelques instants.